Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes toujours à New York où nous poursuivons notre recherche des personnalités qui sont d'une façon ou d'une autre liées à la République démocratique du Congo, que nous essayons de rencontrer pour vous. C'est quoi la situation des droits humains en République démocratique du Congo? Depuis que le nouveau président de la République est arrivé, il y a des signes des changements sur les droits de l'homme. Qu'est-ce que ces signes veulent dire exactement? Comment est-ce qu'on peut voir l'avenir des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Il n'y a pas meilleure personne pour nous en parler dans cette émission que Madame Ida Sawyer, qui est la directrice adjointe de l'Afrique pour le Human Rights Watch. C'est mon invité aujourd'hui pour vous. Madame Ida, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup, merci énormément de votre temps. Nous savons que vous êtes très occupée, mais vous nous donnez ce temps pour nous parler de la situation des droits de l'homme en RDC. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi la situation aujourd'hui, de façon globale, des droits humains en RDC? Donc, d'abord, un grand merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Je crois, donc, si on peut parler de la situation globale des droits humains dans la République démocratique du Congo, ça reste très inquiétant. Il y a énormément de défis pour améliorer le respect des droits humains et aussi pour amener la justice pour les victimes de tous les crimes graves qui ont été commis au Congo pendant les dernières années. Je crois qu'on peut dire qu'il y a quelques avancées encourageantes. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Tshisekedi, on voit une diminution de la répression politique. Il y a un peu plus de liberté pour l'expression et de l'assemblée, de rassemblement. Les prisonniers politiques et les activistes en détention pendant plusieurs années lors de la crise politique, quand l'ancien président sortant, Joseph Kabila, ne voulait pas quitter le pouvoir. La plupart de ces prisonniers sont maintenant libres, ils ont été libérés, et la plupart des personnes qui vivaient en exil, donc des acteurs politiques et des activistes de droits de l'homme, des mouvements citoyens, ils sont autorisés maintenant à rentrer au pays. Et ça, c'est quelque chose d'encourageant. Aussi, on a vu des changements au niveau de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Kalev Mouton, l'ancien administrateur général de l'ANR, qui était responsable, impliqué dans des graves violations des droits humains, et il était, donc, on peut dire, l'architecte de la répression politique pendant ces dernières années. Et lui, il n'est plus en fonction à l'ANR. Et je crois qu'il y a au moins la volonté à changer, changer les services. On voit les gens parler de humaniser les services, et ça, c'est quelque chose d'encourageant. Il y a des efforts pour fermer les cachots illégaux de l'ANR. Ça aussi, c'est quelque chose d'encourageant. On a vu dernièrement avec le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Je sais qu'il y avait beaucoup de négociations pour plusieurs mois pour donc finaliser les membres de ce gouvernement, et on est encouragé que dans le gouvernement final qu'on a, il n'y a pas de personnes qui sont sous sanction des Nations Unies ou de l'Union européenne ou des États-Unis pour leur implication dans des graves violations des droits humains. Donc ces personnes n'ont plus de fonctions au sein du gouvernement, et ça, c'est quelque chose aussi encourageant. Donc, je cite là donc, quelques étapes encourageantes. Je peux aussi citer donc, la nouvelle mesure pour la gratuité de l'enseignement primaire. Donc, il reste beaucoup à faire pour assurer qu'il y a des moyens pour soutenir ça, mais c'est une initiative très encourageante pour le droit à l'éducation du peuple congolais. Mais les défis sont énormes. Ouais. Mais quand je vous entends parler, il y a un mot qui revient souvent, c'est encourageant. Encourageant, peut-être que c'est un vocabulaire qui veut dire quelque chose qui soit différent de ce que nous comprenons. Qu'est-ce que ce terme, dans le milieu de défense des droits humains, veut dire? Est-ce que ce mot veut dire, encourageant veut dire bravo, c'est bien ce qui se fait? Ou ça veut dire, on voit que vous êtes en train de devenir? Ça veut dire quoi exactement? Oui, donc je dirais que c'est plus un signal qu'il y a une volonté d'aller dans la bonne direction, mais on n'est pas encore arrivé. Donc il faut maintenant le travail et les actions pour vraiment
voir tous ces changements qu'on veut. Et je crois donc surtout du côté donc avec les forces de sécurité et tous les groupes armés qui sont toujours actifs, surtout à l'est du Congo, et qui continuent de commettre de graves violations des droits humains. Il y a énormément de travail à faire. Et nous sommes surtout inquiets sur le fait qu'il y a toujours des officiers de haut niveau de l'armée congolaise et d'autres forces de sécurité qui ont des longues histoires d'implication dans les violations des droits humains, qui sont même sanctionnées et qui restent toujours en fonction. Et nous, on pense que ce serait vraiment difficile à mettre fin à tous les cycles de violence, de graves violations des droits humains, si ces officiers restent en fonction et surtout dans des positions très puissantes. D'accord. Vous avez parlé des efforts que le nouveau président est en train de faire pour montrer sa volonté de changer les choses du côté droits humains. Selon vous, avec ce qui a été fait, quelle peut être la prochaine étape pour être certain que ce qu'il est en train de faire est sincère et vrai? Donc je crois que c'est vraiment important à montrer qu'il y a une volonté à lutter contre l'impunité pour tous les crimes graves du passé et surtout d'écarter tous ces officiers problématiques, on peut dire, qui ont été impliqués dans des graves violations des droits humains, de les écarter de leur position de pouvoir. Et donc il faut commencer des efforts pour les arrêter et les transférer à la justice. Et je crois que les victimes de toutes les graves violations des droits humains, ils attendent des signaux forts comme ça que ceux qui ont été responsables pour tous ces crimes vont répondre à leurs actes. Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On a cité des noms, des gens qui ont été... il y a eu des alertes au niveau international. Mais il y a généralement un problème dans la façon de gérer les victimes de ces droits, de ces droits humains. Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés, mais les victimes, en fait, il n'y a pas une procédure pour des réparations des cas que les victimes ont subis. Et ça continue toujours comme ça depuis aujourd'hui 20 ans. Est-ce qu'il va y avoir un moment que les victimes vont se sentir être soulagées par rapport à ce qu'ils ont subi? Non, il y a énormément de travail à faire dans ce sens. Et jusque-là, donc, quand il y a des procès contre les auteurs des violations des droits humains, des fois il y a des condamnations et souvent ça vient avec des réparations qui doivent être payées aux victimes. Mais ces réparations sont presque jamais payées. L'argent ne vient pas. Donc les familles, les victimes, elles ne reçoivent rien. Donc je crois que ça doit changer. Il faut mettre en place des systèmes qui marchent pour vraiment assurer que les victimes, comme vous avez dit, sont soulagées et que eux, ils ressentent vraiment cette justice. Alors il y a, vous avez dit tout à l'heure, des dirigeants de l'ancien régime qui sont toujours en train de travailler avec le nouveau président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que leur présence autour du président de la République affecte d'une façon ou est en train d'absorber toute la volonté du président de la République de vouloir faire changer les choses? Bon, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est toute personne qui avait une position dans l'ancien régime qui est problématique ou qui ont été impliqués dans des violations des droits humains, mais les auteurs de ces violations des droits humains qui sont connus. Donc il y a des noms qui ont été cités déjà dans plusieurs rapports, le rapport de Human Rights Watch, le rapport des Nations Unies, d'autres organisations de droits humains congolaises. Et ces personnes qui sont toujours dans des positions de pouvoir, donc des postes importants au sein des forces de sécurité, pour nous, ça c'est inquiétant. Et le fait qu'ils restent influents et dans ces positions, ce sera difficile de mettre fin à ces violations des droits humains si ces gens sont toujours au pouvoir. Dans les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, beaucoup des dirigeants qui étaient attachés à Joseph Kabila étaient accusés d'avoir commis des crimes contre des citoyens congolais. Mais rare fois, on a entendu le nom du président de la République directement impliqué à ce qui se passe. Comment ça fonctionne le système entre les commanditaires et l'autorité, donc le président de la République? Est-ce qu'il bénéficie d'une sorte d'humilité qu'on ne peut pas le citer?
ou l'arrêter oui. Non, non. Donc il n'y a pas d'immunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, donc les graves crimes internationaux. Et donc dans notre travail comme défenseur des droits humains, on essaie d'abord de documenter les crimes, donc identifier exactement ce qui s'est passé pour les victimes, et puis voir donc qui étaient les auteurs, donc qui étaient sur place, qui ont tiré sur les victimes. Et puis, il y a les autres niveaux. Donc, qui étaient les commanditaires, qui a planifié les opérations, qui a donné les ordres. Et c'est difficile d'avoir les preuves et de savoir exactement, donc les ordres sont venus de quel niveau, de qui. On essaie dans notre travail, mais c'est surtout la justice internationale qui essaie de bien identifier qui sont les auteurs de plus haut niveau qui ont commandité les graves crimes. Alors, mais une fois, parce que je veux que les Congolais qui nous regardent aussi essayent d'être un peu plus, de comprendre le rôle de Human Rights Watch, même si quelquefois j'ai du mal à prononcer ce nom. Le rôle de Human Rights Watch, c'est de dénoncer, de montrer ce qui se passe. Est-ce que vous faites aussi, vous amenez ces cas vers la justice, ou vous vous arrêtez simplement à dénoncer ce qui se passe et à montrer aux gens pour que les gens attirent leur attention à ce qui se passe? Donc nous ne sommes pas la justice. Donc ce que nous faisons, on documente les crimes, on essaie d'établir qu'est-ce qui s'est passé exactement, donc c'était où, c'était quand, il y avait combien de victimes, qui étaient les victimes, et on essaie d'identifier les auteurs. Donc c'était quel groupe? C'était un groupe armé, un groupe Maï-Maï, c'était les forces de sécurité. Si c'était les forces de sécurité, c'était quelle force? Des membres des militaires des FARDC, des policiers, des membres de quelle unité? Qui était le commandant sur place? Et qui était le commandant de ces groupes qui peut-être n'étaient pas sur place, mais qui a donc qui était le commandant, commandité les opérations. Donc on essaie de trouver ces éléments et notre travail, on publie ça, donc on écrit des rapports et on pousse pour qu'il y ait la justice. Donc on encourage les autorités congolaises, par exemple, de mener des enquêtes indépendantes et assurer qu'il y a la justice et que les auteurs soient arrêtés, traduits en justice, ou aussi on peut le partager avec d'autres juridictions, avec la Cour pénale internationale par exemple, et les pousser aussi à agir. Alors, vous avez travaillé en Afrique pendant longtemps sur les droits de l'homme. Si on vous demandait aujourd'hui, Madame Ida, c'est quoi la situation, si on vous demandait de résumer la situation des droits de l'homme pendant la période de règne de Joseph Kabila, en 1 minute, qu'est-ce que vous pourriez dire? Bon, c'était une période très difficile pour les droits humains en RDC, donc pendant toute cette période. Donc il y avait donc des problèmes liés aux groupes armés et toutes les différentes rébellions qui étaient des fois soutenues par des pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, et aussi des dizaines, même des centaines de groupes armés qui ont été aussi souvent soutenus par des membres de l'armée congolaise ou des politiciens congolais ou des acteurs de pays voisins. Et en plus, il y avait les forces de sécurité elles-mêmes et tous ces acteurs armés ont pris la population civile pour leur cible. Et il y avait des massacres, souvent de caractère ethnique, il y avait le recrutement forcé des enfants soldats, il y avait des viols en masse, il y a l'esclavage sexuel par ces différents groupes armés, les forces de sécurité, il y avait le pillage, il y avait des enlèvements, des cas de kidnapping. Donc il y avait toutes ces violations des droits humains que donc moi-même et nos collègues et nos partenaires, on a documenté depuis plusieurs années. Donc surtout au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, mais aussi récemment au Kasaï, il y avait donc toute la violence et toutes les graves attaques contre la population par les Kamina Nsapu et aussi les Banamura, la milice créée par les forces de sécurité congolaises et l'armée elle-même. Aussi, à la fin de l'année passée, à Yumbi, il y avait le massacre des centaines de personnes à l'ouest du pays, dans une zone qui était plus ou moins stable avant. Donc, on avait beaucoup de travail pour documenter, dénoncer
toutes ces violations donc, liées à ces différents conflits armés et la présence des groupes armés et la réaction des forces de sécurité. Donc il y avait ça d'un côté, mais aussi il y avait la répression politique. Donc les violations des droits humains contre les activistes des droits de l'homme, les journalistes, les membres des mouvements citoyens et les acteurs politiques et surtout ceux qui ont appelé pour le respect de la Constitution et l'organisation des élections. Alors, vous avez brossé un tableau presque sombre de ce régime, mais si je vous posais la question à l'inverse, quels ont été les efforts fournis par le régime Kabila pour garantir les droits humains? Il n'y a pas eu quand même que du négatif. Ils ont fait des choses aussi pour contribuer au respect des droits humains. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, il y avait des phases différentes et aussi des acteurs différents qui ont essayé de faire des efforts. Il y avait quand même des progrès dans le domaine de la justice pour les crimes graves. On a vu quelques procès contre les auteurs de crimes, même des officiers de l'armée congolaise qui ont été jugés pour leur implication dans des cas de viol, par exemple, contre des civils, quelques leaders des groupes armés qui ont été jugés. Et donc nous, on dirait que tous ces procès ont eu énormément de défis et des problèmes au niveau d'enquête ou peut-être le manque d'indépendance de ces enquêtes et ces poursuites, mais il y avait quand même des efforts. Aussi, il y avait un moment, une volonté exprimée même par le président Kabila de mettre en place des chambres spécialisées mixtes, donc des chambres spécialisées pour enquêter et poursuivre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais à la fin du jour, ça n'a pas passé au Parlement. Il n'y avait pas assez de volonté politique de le mettre en place. Ouais. Alors, moi, je voudrais savoir quelque chose que beaucoup de Congolais, surtout de la diaspora, se posent autour de je ne sais pas si ça va faire partie des droits humains, mais autour des relations entre notre pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous l'avez cité tout à l'heure, d'être parmi les pays qui, d'une façon ou d'une autre, influençaient la guerre à l'est de la RDC. Est-ce que vous pouvez aussi aujourd'hui nous dire que la situation telle qu'elle s'est passée dans notre pays durant les 20 dernières années, sur la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, le Rwanda a été pour beaucoup dans ce qui s'est passé au Congo? Bon, c'est clair que le Rwanda a joué un rôle important dans des violations des droits humains pendant plusieurs années. Donc, il y avait une rébellion après l'autre qui a été soutenue par le Rwanda et qui a commis des crimes graves contre la population. Donc il y avait le RCD, il y avait le CNDP, puis le M23. Et toute cette rébellion ont reçu beaucoup de soutien de la part du Rwanda. Même des combattants qui ont été envoyés, le recrutement qui se faisait au Rwanda, les ordres qui ont été donnés par des officiers au Rwanda. Et ces différentes rébellions ont commis des graves crimes, des massacres, des cas de viol, de recrutement des enfants soldats, des pillages, d'autres violations contre la population civile, surtout à l'est du Congo. Donc c'est clair que oui, il y avait une grande implication. Alors qu'est-ce que la justice internationale parce que vous, à votre niveau, vous faites un travail extraordinaire de dénoncer ce qui se passe sur les terrains, mais on a l'impression que ce que vous faites, votre travail d'investigation, finalement, s'arrête dans les tiroirs de la justice et qu'il n'y a pas une vraie justice qui suit. Qu'est-ce que vous faites comme plaidoyer pour que ces cas qui ont été commis, ces personnes soient transférées, déférées vers la justice? Oui. Donc nous avons plaidé depuis longtemps que les commanditaires de plus haut niveau, y compris parmi les politiciens de haut niveau au Rwanda, en Ouganda et au Congo, qu'eux aussi ils soient traduits en justice pour tous ces crimes commis par les groupes armés qu'ils ont soutenus. Et je crois que si on regarde le travail de la Cour pénale internationale au Congo, donc ils ont le mandat d'enquêter sur les crimes qui ont été commis au Congo depuis 2002 et il y avait quelques cas, quelques arrestations, condamnations
Donc ça prend du temps, mais dernièrement on a eu la bonne nouvelle. Donc pour nous, donc avec la condamnation de Bosco Ntaganda pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui ont été commis en Ituri en 2002 et 2003. Et ça, c'est quelque chose d'encourageant pour les victimes. Donc, Bosco Ntaganda, c'est quelqu'un, donc moi-même, j'ai documenté ces crimes depuis des années, pas seulement en Ituri, mais puis quand il est venu au Nord Kivu avec le CNDP, et puis il était général au sein de l'armée congolaise, commandant des opérations à l'Est. Il a continué à commettre des viols, des massacres, donc, et ses troupes ont été impliquées dans toutes sortes beaucoup, mais lui particulièrement. Et il a reçu le soutien du Rwanda et aussi des autorités congolaises. Et des gens pensaient qu'il était protégé et qu'il ne serait jamais traduit en justice à cause de cette protection. Mais finalement, il s'est rendu, il a perdu cette protection et il était jugé à la CPI et condamné. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une étape, mais nous avons toujours poussé la CPI d'aller plus loin et surtout de regarder le prochain niveau, donc les commanditaires plus haut, et jusque-là, on attend toujours. Donc. Le travail que vous faites, je vous suis de très près, je suis vos publications, je vois ce que vous faites. Plusieurs fois, vous avez été interdit d'entrer en République démocratique du Congo, vous avez essayé, mais malgré tout ça, chaque jour, vous vous battez pour dénoncer, pour que le monde soit au courant des graves atteintes aux droits de l'homme qui se passent en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui vous donne, vous êtes passé par des menaces, il y a des choses que beaucoup de personnes, auxquelles beaucoup de personnes ne peuvent pas résister. Vous êtes passé à travers toutes ces situations. Et malgré ça, des intimidations, des menaces de mort, des interdictions de vous rendre en République démocratique du Congo, vous continuez à faire ce travail. Vous l'avez commencé jeune et vous êtes encore jeune. Mais je veux dire, qu'est-ce qui vous donne l'espoir que ce que vous faites va un jour payer? Bon, je crois que je dois d'abord dire que, donc, pour moi, oui, j'ai eu des soucis, mais c'était seulement l'annulation de mon visa et il fallait quitter le pays. Mais il y a des Congolais qui ont fait des sacrifices beaucoup plus grands pendant cette lutte pour le respect des droits humains et je dois vraiment saluer leurs efforts et j'ai beaucoup d'amis activistes qui ont passé des mois, des années en prison juste pour avoir donc dénoncé les violations des droits humains, pour avoir exigé le respect de la Constitution, l'organisation des élections, détenus souvent dans des conditions horribles, sans accès aux avocats, sans accès à leur famille, la torture, le mauvais traitement. Il y a d'autres qui ont même perdu leur vie pendant cette lutte. Il y avait donc des centaines de manifestants pacifiques qui ont été tués, des activistes qui ont été ciblés. Et je crois, donc, pour moi, c'est leur courage, c'est le courage des Congolais et surtout des activistes congolais, nos partenaires, nos collègues qui m'encouragent. Nous admirons votre humilité, mais vous avez beaucoup fait. alors oui, maintenant, vous avez dit que le nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire des efforts dans les droits humains. Ma question a deux volets. Le tout premier, c'est que, est-ce que vous avez, parce que dans la vie, les gens, quand ils commencent à faire des choses bien, il y a moyen c'est comme un enfant, vous l'encouragez pour que demain, il fasse encore plus. Est-ce que vous avez une sorte de prix que vous remettez, par exemple, aux dirigeants africains pour avoir accompli des choses, comme vous l'avez dit que le président de la République l'a fait? Sinon, quel conseil, ça c'est le premier volet, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a commencé comme ça, de continuer pour que finalement, le droit de l'homme soit respecté en République démocratique du Congo? Merci. Donc, malheureusement, nous, à Human Rights Watch, on n'a pas un prix qu'on donne aux dirigeants, mais on peut donc quand même, on reconnaît, donc on peut le dire publiquement s'il y a des efforts importants qui ont été faits. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ou bien vous n'y avez jamais pensé? Bon, de faire un prix? Oui. Bon, c'est pas à mon niveau de l'organisation. Si vous n'avez jamais pensé, dites qu'au niveau de l'organisation, que ce genre de choses, comme le prix Nobel de la paix, encourager un dirigeant qui commence comme ça, ça va lui mettre la pression de continuer dans cette direction, si vous n'y avez jamais pensé.
Mais si vous avez des raisons pour lesquelles vous ne le faites pas, peut-être que vous pourriez nous dire, peut-être que ce n'est pas dans le cadre de ce que vous êtes appelé à faire. Ce n'est pas vraiment notre mandat de faire ces choses parce qu'on doit toujours surveiller. Parce que aussi, on sait que les dirigeants peuvent commencer avec des bons actes et des bonnes intentions. Et puis, après des années au pouvoir, ça peut changer. Donnez-leur des prix, ils vont rester, ils vont continuer à respecter. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner au nouveau président? Oui, donc je crois que c'est important de continuer à penser au changement que le peuple attend, surtout dans le cadre d'amélioration du respect des droits humains et aussi de montrer qu'il est à côté des victimes en donnant priorité à la justice pour les crimes graves et en assurant qu'il y aura des conséquences pour tous ces gens qui ont commis des graves violations des droits humains et qui ont été les commanditaires de toutes ces violations. Et je pense que c'est vraiment nécessaire d'agir dans ce sens si on veut mettre fin à tous ces cycles de violence et des groupes armés, des graves violations des droits humains qui est donc soutenu par l'impunité. Donc il faut couper cette impunité si on veut vraiment amener la paix au Congo et améliorer la situation pour tous les Congolais. Voilà, Madame Ida Sawyer, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. C'était un plaisir de nous avoir accordé ce temps pour nous parler en quelques minutes de la situation des droits humains en RDC. Un mot à tous les Congolais qui vous suivent quand même beaucoup sur ce que vous faites. Vous avez un mot d'espoir à leur donner par rapport à ce qui arrive aujourd'hui? Bon, merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Et je crois qu'il faut toujours garder l'espoir et continuer à croire que les choses peuvent améliorer et travailler dans ce sens et rester vigilant pour suivre les choses, dénoncer quand il y a des violations, mais garder l'espoir que les choses peuvent améliorer. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. C'était donc Madame Ida Sawyer, la directrice adjointe pour l'Afrique des Human Rights Watch. C'est pas évident de dire ça, hein. Souvent je me perds entre Human Rights Watch, et puis finalement voilà, avec un peu de pratique, on y arrive. En tout cas, un grand merci pour votre temps. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Si nous sommes arrivés chez vous aujourd'hui, c'était grâce au concours de ceux qui sont derrière la caméra, les héros dans l'ombre. Il y avait Dadi Balaoué qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Junior Makolo et merci également à Dieudonné Sala qui a assuré le son de cette émission. En leur nom et au mien propre, je vous dis encore un grand merci et je vous retrouve très bientôt avec un autre invité. Au revoir.